Alors, nous allons voir maintenant comment les données seront analysées, comment vous allez pouvoir analyser vos données, quel choix d'analyse vous allez faire à la fois pour votre étude qualitative et également pour votre étude quantitative. Alors, je passe en agrandissant l'écran. Alors, tout d'abord, bien sûr, vous allez faire le choix de comment vous allez analyser vos données quantitatives, votre étude quantitative. Qu'est-ce que vous allez faire comme choix en fait? Qu'est-ce que vous allez choisir comme traitement de données? Est-ce que ça va être une ANOVA? Alors une ANOVA, c'est pour comparer plusieurs groupes. Lorsqu'il y a plus de deux groupes, on va faire des ANOVA pour comparer les groupes. Est-ce qu'il y a des différences entre les groupes? Est-ce que vous allez faire plutôt des analyses de corrélation, c'est-à-dire évaluer le degré de lien entre deux variables? Alors sachant que bien sûr, les corrélations, c'est quand même un traitement un peu trop simpliste, hein, d'accord, dans une recherche. On ne peut pas, très souvent, surtout en doctorat, vous ne pouvez pas uniquement faire des corrélations, analyser les corrélations. C'est le traitement statistique inférentiel le plus simple en statistique. Et vous ne pourrez pas le faire en doctorat. Par exemple, en master ou en licence, que vous fassiez des corrélations, d'accord, et encore, je trouve que c'est un petit peu limite. Vous devez donc aller au-delà de simples corrélations. Parce que corrélation, il faut que vous compreniez que ce n'est pas, on n'établit pas une cause entre des variables. Corrélation, c'est-à-dire que les variables vont varier en même temps, mais sans dire le sens, sans dire quelle influence a telle variable sur telle autre. On va dire qu'elle covarie, mais on ne peut pas dire, en tout cas, quel est le sens d'une variable sur une autre. Ça, il faut faire justement une analyse en piste causale ou alors ce qu'on appelle des régressions linéaires pour comprendre quelle variable influence telle autre, quelle variable prédit telle autre, pour comprendre quel est le sens de la variable. D'accord? Parce que dans une corrélation, on va dire que ce sont des corrélations bivariées. On ne peut pas dire quel est le sens de la variable, entre deux variables. D'accord? Donc je reviens, voilà. Ce qui est important en tout cas, que vous compreniez par rapport à ça, c'est que voilà, corrélation n'en est pas cause. Par contre, quand vous faites des analyses en piste causale, alors là, par contre, on appelle ça des pistes causales. Mais il faut comprendre que le mot causal est un peu trompeur dans le sens où, en fait, on en reste toujours à une approche corrélationnelle. Là, hein. Le mot causal est un peu trompeur, mais des pistes causales, c'est en fait pour trouver le sens de variables, là, d'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs chemins, plusieurs variables, et on va voir quelle variable influence telle autre, d'accord? On va voir le chemin causal, mais ça reste corrélationnel, d'accord? Et ça, on fait ça avec des logiciels statistiques avancés, comme Amos, L'Israël, tous ces logiciels qui font un petit peu ce qu'on appelle l'analyse en piste causale. Causal paths en anglais, d'accord? Mais ce sont des analyses qui sont quand même avancées et je vous le déconseille si vous ne maîtrisez pas, d'accord? Ou alors faites-vous aider si c'est le cas, si vous ne maîtrisez pas du tout et si c'est en tout cas si ça répond bien sûr à votre. Rappelez-vous qu'on fait une analyse statistique en fonction de l'objectif de la recherche. Qu'est-ce que vous cherchez à montrer, hein? Ça, c'est très important, hein, bien sûr, hein. Après, vous avez bien sûr en statistique ce qu'on appelle des analyses factorielles exploratoires et confirmatoires. Alors ça, on le fait beaucoup, justement, quand on va chercher justement les dimensions d'échelle, quand on cherche à extraire quels sont les facteurs d'une échelle. D'accord? Qu'est-ce qu'on cherche à montrer? Quels sont les facteurs qu'on cherche à extraire d'une échelle? Par exemple, on a une échelle de mesure qui mesure peut-être l'estime de soi, et on va essayer de montrer est-ce qu'il y a des dimensions? Est-ce que l'échelle est monofactorielle, c'est-à-dire qu'elle contient un seul facteur, c'est-à-dire que ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'il y a un seul facteur de l'échelle de mesure, ou alors on va chercher à extraire des divers facteurs, diverses dimensions, peut-être deux ou trois, qui seraient donc à l'intérieur de cette échelle-là. Il y aurait plutôt trois dimensions, justement, qui mesureraient l'estime de soi. Par exemple, il y aurait des sous-facteurs, hein. Il y aurait peut-être un facteur 1, facteur 2, facteur 3, qui seraient justement caractéristiques de ce que représente, de ce que mesure l'estime de soi. D'accord? Et ça, on ne peut le faire justement avec ce qu'on appelle des analyses factorielles, d'abord exploratoires, pour tester une première fois l'échelle, et ensuite on va essayer de confirmer dans une autre étude ces facteurs-là, pour voir si vraiment on peut les confirmer, et surtout avec un autre échantillon. Là, on aura deux échantillons, on aura un échantillon principalement pour l'étude exploratoire, et un autre échantillon pour l'étude confirmatoire, sachant éventuellement qu'on peut quand même faire à la fois de l'exploratoire et du confirmatoire dans la même étude, mais il faudra justement diviser votre échantillon, hein. Par exemple, si vous avez 300 sujets, eh bien vous allez diviser votre échantillon, 150 sujets pour une étude exploratoire et 150 sujets pour votre étude confirmatoire. Mais il faut savoir que pour analyser justement une échelle,
pour analyser les facteurs, il faut savoir qu'il faut principalement 10 fois plus de sujets que d'items. Donc si vous avez 10 items, eh bien vous devrez avoir au moins 100 sujets pour chaque étude. Vous devrez avoir 100 sujets pour étude exploratoire et 100 sujets pour étude confirmatoire. Si vous avez une échelle en 15 items, eh bien vous devrez avoir au moins 150 sujets pour votre étude exploratoire et 150 autres sujets pour votre étude confirmatoire. Alors, c'est pas évident, bien sûr. Donc, vous voyez bien qu'il faut calculer la puissance statistique pour votre étude avant, hein, pour savoir exactement comment vous allez mener votre étude. D'accord? Donc, voilà. Alors, je vais repasser. Voilà. Alors là, c'est en tout cas comment vous devez analyser votre étude suivant, bien sûr, votre question de recherche. Rappelez-vous, c'est votre question de recherche qui va vous mener vers le bon type d'analyse quantitative. OK? C'est très important ce que je vous dis là, hein. Vous devez analyser vos résultats en fonction de l'objectif de votre recherche. Si vous devez comparer des groupes, eh bien, vous allez faire des ANOVA. Si vous devez analyser une structure factorielle d'une échelle, eh bien, vous allez faire des analyses factorielles. D'accord? Si vous devez mesurer le lien entre des variables, eh bien, vous allez faire des liens de corrélation, ou alors aussi ce qu'on appelle analyser les prédicteurs, et ça on le fait avec ce qu'on appelle au niveau de l'analyse statistique, en mesurant les prédicteurs. D'accord? Ça ne se fait qu'avec des régressions linéaires simples ou multiples. Ça, c'est le type d'analyse que vous devez faire. Et si vous voulez aller plus loin, vous ferez une analyse en piste causale pour vraiment mesurer le chemin causal, le chemin prédicteur de chaque variable qui influence tel autre, pour comprendre le sens des variables. D'accord? En tout cas, je vous mets en bas de cette vidéo des ressources pour aller plus loin dans tout ce que je vous dis là. Si vous devez vous orienter, comprendre un peu ce que vous voulez faire pour aller plus loin en tout cas. Hein. D'accord? Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'analyse qualitative. Alors bien sûr, vous imaginez bien qu'en qualitatif, il y a beaucoup d'études, qui sont en plus orientées vers un aspect théorique parfois. Il y a une philosophie derrière, d'accord, qui est basée. Alors par exemple, quand on fait de l'analyse interprétative phénoménologique, qu'on appelle IPA en anglais, hein, Interpretative Phénoménologique Analysis, là, on va vraiment analyser le vécu subjectif hein, des sujets. Donc, on s'orientera vers l'analyse phénoménologique, d'accord? Mais par contre, quand on fait de l'analyse phénoménologique, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de beaucoup de sujets. Donc, quand vous allez devoir recruter votre échantillon, vous vous baserez sur 3, 5 ou maximum 7 sujets. Vous n'aurez pas besoin d'un échantillon qu'on va qualifier de représentatif. Vous chercherez justement à approfondir, à comprendre le vécu de peu de sujets. D'accord? Et là, vous n'aurez pas besoin d'un échantillon très important. Vous aurez peut-être besoin de 2, 3, 5, voire 7, voire 10 à la rigueur, mais jamais plus quand vous faites de l'IPA. Quand vous faites une analyse phénoménologique, vous allez comprendre le vécu en profondeur. D'accord? Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de sujets. Après, bien évidemment, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une analyse en théorie ancrée. Alors la théorie ancrée, il faut savoir qu'on appelle ça la grounded theory. Hein, je vous le mettrai en bas, hein, en bas de cette vidéo. La théorie ancrée, c'est là, on part vraiment des données du terrain. Et là, le but, c'est de partir des données du terrain, des données de base, sans a priori, sans théorie de base, et dont le but, justement, c'est de théoriser. Le but, c'est de créer une théorie. Donc, on part avec une donnée de base au plus près du terrain, et on va essayer de remonter vers le haut pour créer une théorie. Mais on n'aura pas de théorie a priori. Prenez l'étude, d'accord? Donc, c'est en ça qu'après, on va essayer de théoriser. Alors, c'est pas évident de faire la théorie ancrée, ça, je vous le recommande en tout cas uniquement si vous faites un doctorat, si vous avez le temps, parce que bien sûr, il y a plusieurs codages, un codage axial, cadéoriel et après un peu plus avancé, d'accord? Et ça demande beaucoup de ressources. Hein. Et il faut savoir que dans ce type d'approche, d'analyse qualitative, on va avoir un guide d'entretien, mais qu'on va modifier au fur et à mesure. Et en plus, on va le modifier au fur et à mesure qu'on met nos entretiens. Et surtout, dans ce type d'analyse, on va analyser nos données tous les soirs. C'est-à-dire qu'on va faire un aller constant, de comparaison constante en ce qu'on a recueilli, pour voir si on va modifier le guide d'entretien le lendemain et repartir pour obtenir d'autres questions qu'on a appris, qu'on a analysées, hein, dans ce qu'on a analysé dans les entretiens préalables, et on va modifier le guide d'entretien, et c'est comme ça qu'on va recruter notre échantillon. On ne part pas là avec un a priori d'interroger X sujets. On va recruter nos sujets en fonction des données qu'on va pouvoir analyser. Donc il y a ce qu'on appelle la comparaison constante, c'est la méthode d'analyse en tout cas qu'on utilise pour faire une analyse en théorie ancrée.
Et ça, on ne peut pas le savoir dès le départ. Donc, on va le savoir au fur et à mesure qu'on analyse nos résultats. Et comme je vous le disais, on va analyser nos résultats au fur et à mesure. Tous les soirs, on va voir si nos données arrivent à nourrir ce qu'on veut savoir. Et après, on va s'arrêter justement au moment où les données n'apporteront plus rien. D'accord? C'est ça la théorie ancrée. On appelle ça la saturation théorique. On arrête notre recrutement du protocole de recherche, notre recrutement de sujet, quand les nouvelles données, quand le nouveau recrutement n'apporte plus rien finalement. Il n'y a plus rien qui est apporté et on appelle ça la saturation théorique. D'accord? Et ça, on le retrouve principalement dans ce qu'on appelle l'analyse en théorie ancrée, en grounded theory, c'est-à-dire que notre recrutement de nouvelles personnes pour interroger n'apporte plus rien et on arrête là. On appelle ça la saturation théorique. Voilà un petit peu ce que je veux dire par rapport à la théorie ancrée. Alors, il faut savoir que ça s'apprend vraiment. On ne fait pas la théorie ancrée. Et en plus, il y a plusieurs formes de théorie ancrée. Il y a une théorie ancrée qui était un peu initiale, par Strauss et Glaser au départ, qui a évolué après en théorie ancrée un peu plus constructiviste, avec une approche faite par Charmaz, Katie Charmaz, qui a apporté une approche un peu plus constructionniste à la théorie ancrée. Donc voilà, à vous approprier en tout cas ces théories, mais comprenez bien que c'est orienté par une philosophie derrière. Vous voyez, il y a une approche qui est constructiviste derrière, constructionniste. Donc tout ça, c'est pas exempt de théorie derrière, de philosophie que vous devez avoir en tant que chercheur et vous devez justement justifier de ces choix théoriques, de ce positionnement épistémologique, de comment vous allez choisir théorie ancrée ou plutôt IPA, si vous avez des approches plutôt phénoménologiques des choses. Et là, c'est une autre approche, l'IPA, d'accord? Donc vraiment, il faut que vous sachiez construire un petit peu votre échantillon, apprendre comment vous analysez vos données avant de pouvoir analyser vos données. Parce que ça demande une formation, d'accord? Il va se passer des mois entre le moment où vous avez commencé à recueillir vos données. Par contre, il va pas se passer des mois si vous faites de la théorie ancrée. Parce que justement, tous les soirs, vous allez analyser vos données. C'est un jeu constant, finalement, entre analyse et modification du guide d'entretien. Vous repartez sur le terrain et à un moment, vous allez bien sûr arrêter vos données. Là, par contre, vous devrez savoir connaître comment vous allez analyser vos données tous les jours, tous les soirs, au fur et à mesure que vous construisez votre protocole, d'accord? Et ça vous demande une formation, d'accord? Ça ne peut pas s'inventer. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous former avant, ça demande une formation, d'accord? Donc, à vous à décider de comment vous allez traiter vos données. Après, vous avez, bien sûr, dans le qualitatif, ce qu'on appelle l'analyse de discours. Alors là, c'est une autre théorie, bien sûr, ça s'apprend également. Et vous avez également ce qu'on appelle l'analyse de contenu. Alors, l'analyse de contenu, finalement, c'est l'analyse la plus facile, en tout cas, qu'on va qualifier d'athéorique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend pas d'une théorie ou d'une philosophie. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on pourrait vous reprocher. D'accord? Si vous ne faites que de l'analyse de contenu en doctorat, on pourrait vous dire oui, mais là tu l'as joué un petit peu facile parce que tu avais 3 ans ou entre 3 et 6 ans et tu aurais pu faire de l'IPA ou de l'analyse en théorie ancrée parce que là ça demande une approche un peu plus temporelle et c'est moins facile, d'accord? Et ça on pourrait vous reprocher de ne faire que de l'analyse de thématique ou d'analyse de contenu. Et cette analyse de thématique, elle est un peu facile parce qu'elle est athéorique. Elle ne relève pas d'une théorie. D'accord? Donc attention à ce qu'on ne vous reproche pas que vous avez fait une analyse de thématique. Alors, l'analyse thématique, c'est retrouver des thèmes qui sont dans un corpus. On va voir quelles sont les trames, les thématiques, qu'est-ce qui se cache derrière ces données, quelles sont les thématiques qui s'en dégagent. Il faut savoir que souvent, ces thématiques, dans les thématiques, on pense que les données émergent, mais c'est faux en fait. Les thématiques n'émergent pas d'elles-mêmes. Elles sont construites par le chercheur. Et donc, il y a une partie vraiment interprétative, et ces thématiques, elles sont émergées, elles sont faites par émargement en tout cas, mais elles n'émergent pas d'elles-mêmes. Ça, il faut le comprendre. Mais trop souvent, on a trop fait comprendre aux chercheurs que les données, finalement, elles émergeaient d'elles-mêmes lorsqu'on faisait cette fameuse analyse thématique. Mais c'est faux. C'est le chercheur qui les fait émerger, d'accord, qui les interprète et qui les décrit. Il y a une description derrière des thèmes. Alors, ces thématiques, en tout cas, là aussi, ça s'apprend. L'analyse thématique, elle s'apprend. Et il y a plusieurs courants. Donc, c'est compliqué. En tout cas, dans les thématiques, il y a vraiment Brown et Clark qui ont vraiment fait émerger ce courant. Enfin, c'est pas un courant, c'est vraiment une analyse qui est athéorique, qui ne relève pas d'une théorie. Et donc, où on se familiarise avec les données. Après, on va traiter des catégories. Et après, on va faire émerger les thématiques. Mais ça s'apprend également. En tout cas, voilà, et j'aurai l'occasion de faire un cours sur ça, sur l'analyse thématique très prochainement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour ce cours-là. Mais c'est vrai que en tout cas, ça s'apprend, ça ne s'invente pas. D'accord? Voilà un petit peu ce que je veux dire par rapport à tout ça.
Oui, je vous ai présenté en tout cas toutes les formes là qu'on pouvait faire. Enfin, il y a bien sûr, je vous ai dit l'essentiel de l'analyse quantitative et qualitative, mais il faut vraiment se former par rapport à ça. C'est très très important ça, hein, d'accord? Je vous mettrai des compléments bien sûr en dessous, hein, bien évidemment. Mais après, ce que je vais vous dire également, c'est que vous l'avez bien compris, c'est que bien sûr, vous allez devoir, dans votre jeu de données, vous allez avoir un échantillon à la fois quali et quanti, mais après, vous allez devoir analyser séparément vos données, parce qu'après, bien sûr, dans 4 jours, je vais vous présenter, bien évidemment, comment on peut intégrer ces données, comment vous devez intégrer ces données pour faire une analyse mixte. Mais auparavant, vous l'avez compris, vous devez, bien sûr, analyser séparément votre jeu de données qualitatif et votre jeu de données quantitatif. Vous devez analyser séparément jusqu'au bout. Avoir vos résultats, vous avez votre recueil de données et vous avez votre analyse de résultats jusqu'au bout. Et après, bien sûr, on pourra intégrer ces résultats. Mais vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout de la démarche. Vous ne pouvez pas vous arrêter en plein milieu. D'accord? Donc, ça nécessite de votre part d'aller jusqu'au bout de l'étude quantitative et aussi d'aller jusqu'au bout de votre étude qualitative pour pouvoir après, comme on le verra par la suite, pouvoir intégrer. On le verra comment, parce que c'est pas évident, bien sûr, d'intégrer des données qui sont de nature différente. C'est pas évident, mais ça, on le verra. On verra en tout cas ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire, hein. Vous imaginez bien, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Et ça, on le verra par la suite. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire. Également, bien sûr, après, vous allez avoir, alors ça, je vais revenir ici, hop, vous allez avoir, bien sûr, des logiciels pour vous aider, à la fois pour la partie quantitative et qualitative. Alors, pour le quantitatif, vous avez SPSS, bien sûr, qui est très utilisé dans les SHS, dans les sciences humaines et sociales. C'est très souvent ce qu'on utilise en psychologie, en sociologie, même en médecine, hein. C'est très utilisé SPSS, mais bien sûr, c'est pas gratuit. Ça a été racheté par IBM. Après, vous avez bien sûr Jamovi, qui est gratuit par contre. Donc, je vous le recommande en tout cas. C'est très, très, très ergonomique. Sachez que Jamovi existe, vous pouvez l'utiliser, en tout cas c'est gratuit. Donc ça c'est pour les statistiques. Par contre vous avez également R qui est gratuit, mais qui nécessite de connaître le langage R, d'accord? Donc c'est pas facile. Donc c'est complexe à prendre en main, et R est très utilisé, bien sûr, lorsqu'on est informaticien, lorsqu'on analyse statistiques purement informaticien, on a le traitement des données. D'accord? C'est très facile de se l'approprier. Mais ça n'est pas facile quand on est plutôt dans les sciences humaines. Ça demande d'apprendre le langage R. Et je vous le déconseille si vous ne maîtrisez pas le langage R. D'accord? Après, vous avez, bien sûr, des logiciels qu'on va dire qui sont plutôt qualitatifs. Et là, vous avez une série de logiciels qui sont spécifiques au qualitatif, qui s'appelle NVivo principalement. Alors, lui, il fait l'analyse qualitative, mais également, depuis quelques années, il a des fonctions mixtes. D'accord? Au départ, c'était un logiciel d'analyse qualitative. Alors, quand je parle de logiciel d'analyse qualitative, ce sont des CAGDA, ce qu'on appelle des logiciels d'aide à l'analyse qualitative. Ils ne font pas l'analyse qualitative. Ils vous aident à la faire parce que c'est vous qui la faites, d'accord? Autant les logiciels de statistiques, c'est eux qui vous font les stats. Ils vous disent si c'est significatif ou si ça ne l'est pas. Mais par contre, le qualitatif, ils ne vous font pas l'analyse. C'est à vous à la faire. C'est à vous à faire un codage. D'accord? C'est vous qui devez faire le codage et après, c'est vous qui devez interpréter, faire l'analyse qualitative. Donc, ce ne sont que les logiciels d'aide à l'analyse qualitative. C'est pour ça qu'on les appelle CAGDAS, Qualitative Analysis Data, vraiment pour vous aider à l'analyse qualitative. Mais ils ne vous font pas l'analyse qualitative, d'accord? Par contre, comme je vous le disais, quand on fait du traitement statistique, c'est le logiciel qui vous dit si c'est significatif ou si ça ne l'est pas. D'accord? Mais par contre, le qualitatif, c'est à vous à faire carrément l'analyse qualitative. Et ça demande justement de comprendre un petit peu quel type d'analyse vous voulez faire au départ. Est-ce que c'est orienté phénoménologie, IPA, théorie ancrée, donc grounded theory ou autre. Et aussi, vous devez comprendre comment analyser vos données au niveau qualitatif. Donc, vous devez aussi apprendre ces logiciels, comment ils fonctionnent, parce que ce n'est pas évident. Et comme je vous le disais, ces logiciels, maintenant, ils sont quand même empreints vraiment de philosophie. D'accord? Est-ce que ça relève de la théorie ancrée? Est-ce que ça relève de l'analyse de contenu, analyse thématique? Mais il faut savoir quand même que ces programmes maintenant, c'est vrai qu'ils sont quand même, ils font un petit peu tout, d'accord? NVivo, maintenant, il est plutôt généraliste. Au départ, il faisait de l'analyse de contenu. Après, il s'est orienté vers la théorie ancrée. Et maintenant, vous voyez, il fait de la théorie mixte. Mais vous comprenez bien que au fur et à mesure, ces logiciels deviennent un petit peu, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, un peu usine à gaz. Ils font un petit peu tout. Ils sont généralistes, mais ils deviennent de plus en plus complexes à prendre en main, d'accord? Même s'ils sont quand même ergonomiques. Mais il faut se former. En tout cas, sachez que NVivo,
C'est un logiciel d'analyse qualitative et il fait du mixte également. On peut y adjoindre des données mixtes. C'est pareil pour MaxQDA, c'est un petit peu le concurrent d'Envivo. En tout cas, c'est moi le logiciel que j'ai choisi en tout cas. Pourquoi? Parce que je trouve très ergonomique. C'est un logiciel d'analyse qualitative, mais qui a aussi, comme Envivo, des modules mixtes. On peut faire vraiment une analyse mixte. Après, on a Iramutech, mais Iramutech, c'est quand même un logiciel qui est basé sur R, ce fameux langage R. Et finalement, Iramutech, c'est pas vraiment de l'analyse qualitative. Il analyse quantitativement des données qualitatives. Il permet de faire des analyses de similitudes. Il analyse un petit peu mathématiquement les données qualitatives. Et vous voyez, donc, c'est pas un logiciel dans lequel vous allez faire du codage. Autant vous allez faire du codage sur Envivo et MaxQDA à la main, c'est vous qui allez coder quelles sont les parties que vous allez retenir. Mais Iramutech, il va faire une analyse un petit peu automatique du langage, d'accord? Il va analyser un petit peu par nuage de mots, analyser séquentiellement les similitudes du langage. C'est un logiciel un peu analytique, un peu mathématique des données qualitatives, d'accord? C'est en ça que pour moi, Iramutech, c'est pas un vrai logiciel d'analyse qualitative. Il analyse mathématiquement les données, il analyse quantitativement le qualitatif. Donc, à vous, à savoir si vous voulez l'utiliser ou pas. En tout cas, je vous le déconseille si vous ne maîtrisez pas le langage R. Et après, on a quand même Envivo, qui lui est un peu vraiment un logiciel qui est quand même orienté vers le qualitatif, mais qui a plus de fonctions mixtes, en tout cas, que tous les autres, qui s'appelle DDoS. Mais, en tout cas, voilà un petit peu tout ce que je vais vous dire par rapport à tous ces programmes. Donc, il faut comprendre que vous devez vous les approprier. Ça ne s'invente pas. Vous devez à la fois maîtriser les techniques d'analyse que vous voulez analyser, hein, si c'est une analyse de contenu, analyse thématique, analyse en théorie ancrée, analyse phénoménologique, mais aussi vous devez aussi maîtriser les programmes. Donc, vous devez aussi comprendre que vous devez aussi apprendre à maîtriser ces programmes. C'est pas évident. Donc, prenez de l'avance en anticipant le traitement de données et surtout, comme je vous le disais, surtout, évitez de vous dire quand vous aurez votre corpus de données, quand vous aurez transcrit vos données, comment vous allez analyser vos données. C'est pas à ce moment-là que vous devez vous dire comment je vais faire. Vous devez l'anticiper bien avant pour apprendre à maîtriser l'analyse de données que vous voulez maîtriser et aussi comment vous devez maîtriser le logiciel qui va vous aider, d'accord, à analyser vos données. Voilà, je vous mets des compléments en dessous, j'espère que ça vous aura été utile et on se retrouve très vite. Je vous dis à très vite, merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.